Bonjour, vous le savez, l'émission s'appelle La Voix est libre et aujourd'hui nous allons entendre deux voix peut-être nouvelles dans le concert politique puisque nous allons parler d'Emmanuel Macron. Nos invités sont de Montpellier et de Perpignan. Je vais commencer sur ce côté avec vous, Bruno Delmas. Bonjour Bruno Delmas, vous êtes le président de l'Olivier, un mouvement, j'allais dire, transpartisan qui a été créé il y a 3 ans sur les Pyrénées-Orientales. Pour préciser le parcours, vous avez été directeur de cabinet de Christian Bourquin au début, de 98 en 2001, et vous avez appartenu à l'UMP via les progressistes, en l'occurrence le mouvement de Monsieur Bresson. Oui, absolument. Besson, exactement. De l'autre côté, François Delacroix, bonjour. Bonjour. François Delacroix, vous avez été conseiller régional socialiste, mais vous êtes connu surtout pour votre long parcours aux côtés de Georges Frêche, aussi bien directeur de cabinet que DGS de l'agglomération de Montpellier. Vous êtes invité parce que, ici dans l'Hérault, aux côtés de l'ancien député RPR Bernard Sirou, vous portez le message d'Emmanuel Macron. Vous, le grand socialiste, qu'est-ce que vous faites là ? Écoutez, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il faut un véritable changement, un grand coup de balai. Et le Macron, pour moi, représente cet objectif-là. C'est pour ça que je m'engage derrière lui. Grand coup de balai, c'est une définition que vous faites vôtre ? Oui, alors je suis assez d'accord sur le fond avec ce que dit François Delacroix. Après, la question, c'est par quelle méthode on arrive à faire ce coup de balai, puisque ça peut prendre des attitudes relativement brutales. Il faut être assez subtil, puisque les systèmes sont très difficiles à démanteler, notamment quand il s'agit de la politique locale, municipale, départementale. Alors on est sur des systèmes, des castes, et le coup de balai, il commence par le bas. C'est pour ça que moi, j'ai lancé l'Olivier avec tout un tas de personnes à Perpignan, en connaissant parfaitement la difficulté de démanteler ces systèmes, qui sont très, très, très compliqués et très anciens. Mais le grand coup de balai, c'est pas le Front National qui en est un petit peu le porteur, c'est parce que le Front National est aussi fort qu'il faut que Macron arrive et d'autres. La stratégie que nous développons avec l'association de soutien des amis d'Emmanuel Macron, c'est aussi une volonté très très forte de faire barrage au Front National. Quand vous voyez leur comportement à la dernière session du Conseil régional, vous ne pouvez pas prendre au sérieux ces gens-là. C'est des gens foutres. Le Front National, c'est vraiment pour vous ce qui va obliger la vie politique à changer de cap, de manière de faire ou pas du tout ? Non, moi je fais partie des gens qui disent depuis des années il faut ignorer le Front National. Si le Front National existe, c'est parce que nous avons une politique de droite et de gauche qui est déliquescente dans ses personnalités, celles qu'il représente, et dans ses méthodes. Le Front National ne prospère que sur la nullité des gens qu'il y a en face. Perpignan en est la meilleure des illustrations. Le Front National fait 45% aux dernières élections régionales. Il n'y a pas plus de xénophobes ou d'antisémites à Perpignan qu'il y a 30 ans. Perpignan, aux dernières élections municipales, M. Pujol n'a gagné que sur un front républicain, mais qui n'est plus un front républicain à 58%. Donc c'est bien parce que les gens en face sont mauvais, à droite comme à gauche, que le Front National progresse. Mais en tant que tel, le Front National, lui, n'a pas un impact aussi important que ça. Il ne faut pas oublier que 50% des gens ne vont plus voter. Donc les 40% du Front National, ce n'est pas forcément 40% de la population. Et ça arrange tout le monde, le Front National y compris, que des personnes n'aillent pas voter. Donc le sujet, c'est plus ça. C'est pas la montée du Front National, c'est pourquoi une personne sur 2 ne croit plus en la politique, pourquoi 8 Français sur 10 n'ont plus confiance aux hommes politiques de droite et de gauche. Ce qui veut dire que la cible, ça peut être aussi, j'allais dire, ce camp des abstentionnistes très important, premier parti de France. Absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les propos qui viennent d'être tenus par M. Delmas. Le personnel politique aujourd'hui n'est pas à la hauteur. Et puis, j'ai un point de vue un peu tout à fait personnel. Il faut casser cette division droite-gauche. Les Allemands, ils acceptent que l'opposition participe au gouvernement. En France, on a une barrière qui est insupportable, qui entraîne des discours démagogiques, des promesses qui ne peuvent pas être tenues. On constate que les hommes politiques en France, quand ils sont au pouvoir, font le contraire de ce qu'ils ont dit et que l'opposition a fait exactement la même chose. Et c'est ce qui entraîne ce malaise des citoyens par rapport au monde politique. Je vous propose un reportage. On va suivre Emmanuel Macron. C'était à Amiens lorsqu'il a lancé son mouvement En Marche, le reportage. L'électron libre du gouvernement veut casser les clivages. Avec son mouvement En Marche, Emmanuel Macron se place au-dessus des partis. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. On essaiera toujours de le remettre dans une case, de dire « moi je suis d'un gouvernement de gauche et je l'assume totalement, avec les valeurs auxquelles je crois et ce qui me caractérise. Mais je veux travailler avec des gens qui se sentent aujourd'hui à droite, aussi. »
À droite, justement, ils sont plusieurs à apprécier l'initiative du ministre de l'économie. Jean-Pierre Raffarin le dit haut et fort, il est séduit. Je crois que c'est pas mal, ça apporte un peu de sang neuf, ça fait peut-être bouger un peu le vieux socialisme. Et puis, au total, je ne vois aucune incompatibilité entre Emmanuel Macron et Alain Juppé. Donc là, il y a peut-être pour l'avenir des signaux intéressants. En toute honnêteté, Emmanuel Macron avait prévenu le chef de l'État il y a plusieurs semaines. La ministre de l'Éducation semble même enthousiaste. Notre démocratie a un besoin vital qui est qu'on ramène à la politique un certain nombre de Français qui s'en sont éloignés. Et donc si ce mouvement peut contribuer à cette démarche, c'est une bonne chose. En coulisses, on se doute que le Premier ministre voit cette marque d'indépendance d'un mauvais œil. D'ailleurs, une proche de Manuel Valls s'est fendue d'un tweet ironique. Écoutez, je marche seul, de Jean-Jacques Goldman. La présidentielle, Emmanuel Macron n'y pense pas, dit-il. En revanche, si François Hollande ne se présentait pas, l'ancien banquier serait prêt à incarner l'alternative. François Delacroix, pourquoi doit-on croire à la sincérité de M. Macron? Est-ce que ce n'est pas un coup monté pour mettre de côté le Premier ministre Valls, etc. Est-ce que ce n'est pas une tactique du président de la République qui se profile derrière? Écoutez, non, je ne pense pas. Je pense très sincèrement que c'est un homme sincère. C'est un homme qui recherche la vérité. Moi qui ai commencé ma carrière avec le président Pierre Mendès France, je trouve qu'il est dans la lignée de Pierre Mendès France, de Michel Rocard, de ces hommes qui, en politique, n'ont peut-être pas réussi totalement comme on aurait pu l'imaginer, qu'on aurait pu le souhaiter. Frêche me disait tout le temps, votre ami Pierre Mendès France, il n'a eu que 8 mois de pouvoir. Oui, mais 40 ans après, on s'en rappelle. Il est toujours une référence. Et je pense que Macron, aujourd'hui, représente ces hommes politiques qui veulent privilégier la vérité plutôt que la démagogie. Vous parliez de méthode, de parcours au début de cette émission, mais l'ENA gouverne la France depuis le début de la Ve République, quasiment. Est-ce qu'on peut donner crédit si facilement à quelqu'un qui a un parcours qui est relativement comparable à ceux qui dirigent le pays depuis des années? Vous avez complètement raison. Je crois qu'aujourd'hui, il faut saluer l'initiative d'Emmanuel Macron, dire on met autour de la table des gens de droite, de gauche, ou ni de droite ni de gauche, bon, peu importe, on le prend dans tous les sens. Moi, je disais, ça c'est très bien, on l'a fait à l'Olivier il y a 3 ans, d'autres le font partout en France, c'est très bien. Après, la question c'est, oui, mais quoi d'autre derrière? Il se pose quand même quelques sujets. Aujourd'hui, si la France va mal, c'est parce que nous avons un pays qui est gouverné soit par des technocrates, soit par des professionnels de la politique dans les villes, dans les départements et dans les régions. C'est-à-dire des gens qui sont des élus départementaux, des élus régionaux, qui n'ont de cesse que de vouloir échapper au travail, de cumuler les mandats, d'être là, de s'accrocher à leur pouvoir. Et il ne suffit pas d'avoir 60 ans, 70 ans pour être la caricature du cumulard. Prenez dans mon département Madame Neuville, qui a incarné l'espoir du Parti socialiste, qui est secrétaire d'État dans le gouvernement de M. Valls. C'est une jeune élue. Elle est devenue députée, brillante d'ailleurs. Elle a été ensuite secrétaire d'État. Elle est toujours secrétaire d'État. Et elle nous explique aux dernières élections qu'il faut absolument qu'elle soit conseillère départementale, en plus de sa fonction de secrétaire d'État, pour pouvoir être au plus près du terrain. Ça s'appelle du foutage de gueule. Mais c'est aussi un fonctionnement des institutions tel qu'aujourd'hui. Et c'est le fonctionnement que les Français supportent plus. C'est ce qui fait que 50% des Français se détournent des urnes parce qu'ils voient que même les jeunes qui arrivent en politique... Donc vous dites que Macron, rien de nouveau, grosso modo? Non, je dis que Macron va devoir donner, à mon avis, 2 garanties aux Français. La première, c'est qu'une fois qu'on a dit, d'accord, on met autour de la table des gens de droite et de gauche, la deuxième, c'est de dire, on va casser, fracturer complètement le système actuel où on a une politique qui s'est ultra professionnalisée ou qui est dirigée par des technocrates au niveau central. Et le troisième point, ça va être sa position vis-à-vis de François Hollande. Parce que aujourd'hui, il y a tout un tas de gens de droite et du centre, et j'en connais beaucoup, qui sont prêts à donner crédit à Emmanuel Macron jusqu'à une limite. En aucun cas soutenir François Hollande aux prochaines élections présidentielles. Et ça va être une épreuve assez particulière à passer. La réponse. Monsieur Delmas a tout à fait raison. Le mal français en politique aujourd'hui, c'est la professionnalisation de la vie politique. Combien de mes collègues à la région n'avaient que comme expérience qu'une expérience d'élu? Ils n'avaient pas connu la vie professionnelle. Et ce genre de choses est un handicap. C'est beaucoup moins vrai avec la parité, parce que les dames qui étaient à la région ont eu un parcours professionnel beaucoup Madame plus marqué, Neuville, que vous exemple. avez signée, elle avait au moins la caractéristique d'avoir été médecin. D'être médecin à l'hôpital, oui. Et c'est un point positif. Je pense qu'on a eu tort dans le passé de vouloir donner des indemnités aux élus qui leur permettent de vivre à plein temps la fonction élective.
Et puis le deuxième problème, il a raison, le cumul des mandats, c'est insupportable. Quand je vois aujourd'hui que M. Assaf est député et conseiller régional, président du groupe socialiste à la région, mais comment peut-il avoir le temps de faire son travail correctement? Pour revenir sur le fond, sur la démarche de M. Macron, M. Delmas parle de technocratie, énarchie, c'est moi qui d'ailleurs induit ce commentaire. Et deuxièmement, le soutien par rapport à M. Hollande. Est-ce que pour vous, ce sont deux points qui, comme pour M. Delmas, peuvent être des éléments de difficulté d'alliance? Écoutez, moi d'abord, sur M. Hollande, je pense très sincèrement qu'il faut très rapidement qu'il clarifie sa position. Il ne doit pas laisser pourrir la situation, vu les difficultés que l'on rencontre actuellement au niveau national. Il faut qu'il dise ce qu'il veut. Et je trouve, quand il annonce qu'il nous dira, il nous fera connaître son point de vue au mois de décembre, c'est beaucoup, beaucoup trop tard. Et sur la dimension liée au parcours à l'ENA, vous savez que les Français sont un peu soupçonneux à l'égard de ces parcours désormais. Je ne veux pas faire de l'anti-ENA primaire. Je trouve ce que faisait Georges Frêche de temps en temps. Ce que mon ami Georges Frêche faisait très souvent. La compétence est une chose importante pour gérer un pays. Et la formation qu'ont les ENA est une chose qui est utile pour être un bon président de la République. On va regarder des images d'Emmanuel Macron en déplacement auprès d'ouvriers dans une usine de l'Est de la France. Mais est-ce que vous trouvez que M. Macron a un discours de gauche? Non, moi c'est un discours moderne, je crois, et aujourd'hui, en fait, comme le disait Tony Blair à l'époque, peu importe que ce soit de droite ou de gauche, ce qui est important, c'est que ça marche. Donc je pense que c'est quelqu'un qui connaît le monde de l'entreprise, qui connaît l'économie, même s'il le voit de très haut en tant que banquier d'affaires, mais c'est quand même quelqu'un qui a cette culture économique. Et aujourd'hui, dans l'état dans lequel se trouve le pays, on a besoin de gens qui ont cette culture économique, qui manque à beaucoup de parlementaires, qui manque à beaucoup de ministres. Encore une fois, je dis de gens qui, sans avoir l'obligation d'être énarques, sont des apparatchiks. On en a énormément au Parti socialiste, il y en a beaucoup chez les Républicains aussi. Des caricatures chez les Républicains d'énarques ou de technocrates, on en a par centaines. Et donc des gens qui n'ont pas de culture économique, qui ne sont pas dans le discours vrai, qui sont des élus hors sol ou des responsables publics hors sol. C'est ceux dont la France souffre aujourd'hui. Regardez la Catalogne qui nous est voisine, avec l'Espagne a connu une crise économique grave, ils s'en sont redressés plus vite que chez nous en France. Pourquoi ? Le chômage est à 20% tout de même. Oui, mais ils se sont redressés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dirigés par des gens qui viennent du privé. François Delacroix parlait des énarques pour la gestion. Moi, je suis d'accord. Il faut gérer un pays, mais il faut aussi des gens qui, sans diplôme, soient capables de donner de la vision au pays. Les énarques sont là pour gérer, les directeurs pour diriger, et les élus sont là pour donner de la vision, de la perspective. Et ce n'est pas nécessaire pour eux d'être forcément des énarques ou des polytechniciens. Double question. Monsieur Delmas dit il faut que ça marche. Monsieur Macron conseille M. Hollande depuis 2012, il en est le ministre de l'économie, les résultats ne sont pas tout à fait là. Et le deuxième élément, vous êtes un homme de gauche, François Delacroix. Oui. Est-ce que vous vous sentez bien représenté par M. Macron, qui parfois peut avoir un discours à M. Fillon, c'est du sang, des larmes, des sacrifices? Écoutez, moi, je vous l'ai dit, je suis foncièrement attaché à mes valeurs de gauche et je n'ai aucun problème d'état d'âme vis-à-vis de M. Macron. Les réformes qu'il a faites, elles étaient utiles. Les réformes qui sont proposées aujourd'hui au niveau national, Schröder les a appliquées en Allemagne il y a 15 ans et on voit le résultat. Il faut que la gauche sorte de son dogmatisme habituel. Il faut qu'elle voie que le monde s'est transformé, s'est changé, s'est modernisé. La mondialisation, elle s'impose à nous. Et ce n'est pas en défendant nos chapelles et nos idées désuètes qu'on fera avancer le schmilblick. Sur le résultat, M. Macron est tout de même en responsabilité depuis 4 ans. Quelle est votre vision? Qu'est-ce qui peut inspirer confiance aux Français? Écoutez, la loi qu'il a fait voter, pour moi, elle est positive. Même si, sous la pression du Parti socialiste, on a retiré un certain nombre d'idées qui étaient utiles et constructives. Moi, j'ai le sentiment que Macron, aujourd'hui, est plébiscité au niveau national par les citoyens. Donc, ce qu'il a fait, ce qu'il a défendu et ce qu'il dit est largement partagé par l'opinion. Il y a quelques années, que ce soit Giscard d'Estaing ou François Bayrou en 2007, parlaient justement de dépasser ces clivages. Qu'est-ce que ça change avec Macron? Est-ce que c'est juste un coup de marketing qui n'aura que la vie d'une vague? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond qui va changer radicalement la manière de penser l'axe politique, la réflexion politique en France? Je pense que l'offre Macron, en fait, moi je la vois plutôt comme un révélateur.
ça révèle un petit peu ce vers quoi les gens aspirent. Ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent Macron, mais ils aspirent vers quelque chose de nouveau. Quand vous discutez aujourd'hui avec des gens qui sont des jeunes au chômage, des jeunes étudiants, salariés, des employés de la fonction publique, des retraités agricoles, en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que les gens votent Front National? C'est pas un sentiment de rejet de l'étranger, c'est pas un sentiment de rejet de l'autre, c'est le sentiment que cette société française, malgré tout l'argent qui est dépensé, n'est plus une société équitable. C'est plus une société juste. Le Parti socialiste se trompe, par exemple, en parlant de solidarité. Partout où le Parti socialiste exécute ou applique de la solidarité, c'est en fait une politique de guichet qui n'insère personne. Prenez le cas de mon département, qui est le premier département de France en matière de RSA. Il y a moins de 2% de contrats d'insertion. Donc ça n'insère pas, ça gère la solidarité, ça gère l'assistanat. En réalité, les gens savent très bien au fond d'eux-mêmes, même quand ils utilisent ce système, même quand ils usent de ce système, que ce système n'est pas équitable et qu'il ne produit rien pour l'avenir, rien de bon pour l'avenir. Et chacun se rend compte, sans avoir fait ni l'ENA ni Polytechnique, que la société française ne marche pas. Elle ne marche plus. Elle n'est pas équitable. On est en train de fatiguer à l'envi l'expression de République, liberté, égalité, fraternité. La seule chose à laquelle les gens soient vraiment attachés, c'est la justice et l'équité. Est-ce que ce que l'on fait à mon voisin est juste? Est-ce que ce que je vis moi est juste? Quand vous avez dans un village rural une personne qui est un retraité agricole, qui vit avec un minimum vieillesse de 550 € par mois et qu'il voit en face de lui des gens qui ne travaillent pas de leur journée, qui perçoivent des allocations, qui ne sont pas soutenus, qui ne sont pas insérés, vous confrontez les personnes qui ont des assistés par rapport à des personnes qui sont dans un état de misère sociale et sans aucune perspective. Et donc aujourd'hui, c'est ce que le discours, à mon avis, de Macron va devoir renforcer. C'est comment on passe d'une solidarité bête et méchante à la partie socialiste à une équité qui est en fait le fruit de la concorde nationale, celle dans laquelle on a confiance dans ce pays et où on se retrousse les manches et on avance. Vous partagez l'exemple ou pas? Regardez l'émission que vous êtes en train de faire. Monsieur Delmas est plutôt à droite, moi je suis plutôt à gauche. Et vous êtes d'accord sur ce qu'il a dit, les assistés? Et on est d'accord sur beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, dans notre société, il faut accepter de dialoguer avec les gens et supprimer cette dichotomie droite et gauche qui est néfaste à l'intérêt du pays. Alors vous savez, en télévision, dans la presse, on aime les adjectifs. Qu'est-ce que vous diriez que Macron, c'est une voix centrale, une voix centriste? Une nouvelle voix? J'ai bien aimé la réponse qu'a fait M. Delmas. C'est une voix moderne. La modernité, c'est quoi? C'est jeter par-dessus bord les acquis de 36? C'est la recherche de la vérité. Quand on voit actuellement les mouvements en Espagne, en Grèce, ce qui se passe en France aujourd'hui, les gens, ils ont envie de vérité. Oui, mais ils vont plutôt un peu plus vers la gauche pour manifester en Espagne. Bon, Podemos, c'est 16-17%. On a vu le cas du Premier ministre grec. On semble que ce n'est pas tout à fait la même voie. On a l'impression que c'est la social-démocratie façon allemande 59. Écoutez, je ne partage pas l'analyse que vous faites. Je pense vraiment, très sincèrement, que Macron est une voie exceptionnelle que nous devons saisir aujourd'hui face à la crise, face à la situation de notre pays, face à l'inquiétude des gens. Ce n'est pas l'extrême droite, ce n'est pas l'extrême gauche qui vont apporter des solutions. Quand je vois tous les blocages qui sont faits aujourd'hui pour des lois qui sont dans l'intérêt général, qui répondent aux besoins des citoyens, qui répondent à la nécessité de créer des emplois, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas l'accepter. Puis je pense que Macron apporte, en tout cas son initiative, elle aère un peu le discours politique dans le sens où quel est le scénario qu'on nous vend aujourd'hui? À droite comme à gauche, la prochaine étape... Mais excusez-moi, est-ce que Bayrou n'a pas dit la même chose en 2007? Non, je pense que là, regardez, on n'avait pas les primaires, par exemple. Là, on va aller vers un carnaval monumental que vont être les primaires à droite et à gauche. Vous irez voter aux primaires des Républicains? J'irai voter, mais plus dans l'idée de voter contre que de voter pour la bonne et simple raison que c'est un vrai carnaval. Pourquoi il y a tant de candidats à gauche et à droite? Parce qu'ils sont certains d'être confrontés au second tour à Marine Le Pen et que ça leur donne à 80% un ticket gagnant pour être élu président de la République. Vous avez n'importe qui se présente à la primaire de l'UMP, des Républicains, et vous allez avoir n'importe qui, des gens Vincent Placé, vous allez en avoir des palanqués à gauche, des gens qui sont en permanence sur des thèmes « retenez-moi ou je fais un malheur », qui vont être candidats pour pouvoir un jour soit être président de la République face à Madame Le Pen, soit être ministre. Les Français sont déjà consternés et sidérés d'avoir à passer cette prochaine séquence politique qui va être absolument inutile. Macron arrive et dit, écoutez, moi,
Je rentre dans un discours complètement moderne. Je suis ministre, mais je suis capable de mettre en marge de la solidarité gouvernementale dans une certaine limite. C'est assez habile. Et puis, je rentre pas dans ce jeu-là. Il ne faut pas oublier quand même que François Hollande a été élu président contre toute attente. À l'époque, c'était quand même Strauss-Kahn qui était donné dans les sondages, dans toutes les prévisions. Et donc, je pense que Macron est un peu comme Sarkozy. Il croit que la politique, et il est certain que la politique, c'est du travail, et aussi beaucoup de chance. Il peut se passer beaucoup de choses en France d'ici l'année prochaine pour que Macron soit en position de se présenter. Est-ce que vous dites, vous, François Delacroix, M. Macron doit être candidat l'année prochaine à l'élection présidentielle? Moi, c'est mon point de vue. Il faut qu'il aille jusqu'au bout dans le processus qu'il a engagé. Il nous reste peu de temps. On va aller à Perpignan. Oui. On va vous voir avec Madame Esper, puisque l'an dernier, on a tourné un reportage autour de la première vérité électorale de votre mouvement, l'Olivier. On va parler après des réalités locales et notamment de Philippe Sorel. Le reportage à Perpignan, c'était l'an dernier. Bien sûr, c'est un symbole, l'Olivier. Au croisement d'une civilisation, la Méditerranée, et d'une éthique, la paix. Dans les Pyrénées-Orientales, c'est une démarche. Une maison ouverte, disent ses promoteurs. On y viendrait de partout, de droite, de gauche, même si l'orientation du centre d'une droite humaniste se dessine comme évidence. Toutefois, cette démarche semble être autre chose qu'une simple dissidence. Déjà, il y a 8 cantons couverts. Ensuite, il y a une réelle volonté de s'inscrire dans la durée. Dans ce département, on a trop souffert des affrontements de camp contre camp. On a vu des projets, des dizaines de projets plombés et plantés parce que le seul intérêt des élus en place était de décaniller le camp d'en face, jamais l'intérêt général. Ici, à l'Olivier, dans ce mouvement politique qu'est l'Olivier, on fait de nos différences une force, pas une faiblesse. Lancé formellement l'automne dernier, l'Olivier inscrit sa philosophie dans une charte éthique. Non-cumul des mandats, fin du népotisme et de la politique comme carrière. Idéalisme peut-être d'une jeune formation encore en quête de responsabilité. Néanmoins, le cheminement est double, global et local. Un engagement local détaché de toute entrave de parti politique. Un écueil peut-être, l'appartenance possible aussi à de grands mouvements nationaux. Bruno Delmas est chef d'entreprise à Perpignan. Il est le président fondateur de l'Olivier. Je souhaite que l'on revienne aux racines d'une vraie démarche politique à la fois libérale, c'est-à-dire libérer l'économie, tel qu'on le fait en Catalogne Sud. Ce n'est pas du libéralisme, c'est de la liberté économique. Et je souhaite que l'on revienne dans de l'exemplarité politique. Ce n'est pas le cas totalement dans mon parti, dans ce mouvement. C'est pour cette raison que j'ai une démarche politique indépendante de mon parti au niveau local. Et je ne suis pas un faux-né. Et je peux vous dire que mes petits camarades de l'UMP, si nous sommes amenés à siéger ensemble au sein du Conseil général, devront passer par nos exigences, notamment sur le cumul des mandats, sur la transparence, pour pouvoir aspirer à participer à une vraie majorité. Donc il n'y aura pas de cadeau, y compris à mes amis de l'UMP. Ces élections départementales seront donc une première mesure de l'existence d'une éventuelle troisième voie politique, construite autour du développement économique du territoire et d'un renouvellement des élites locales. Un pari politique bien plus qu'une sinécure. Un an plus tard, alors, le résultat sur les 8 cantons, c'est à peu près 10%. Quasiment oui. 10%. Oui, oui. C'est un mouvement qui continue à fonctionner, c'est un pari difficile. Oui, c'est un mouvement qui continue d'autant plus qu'on a bien montré que c'était une offre politique qui avait, en moins de 2 mois de campagne, réuni un électeur sur 10. Nous sommes aujourd'hui la 4e force politique du département. On sera candidat aux élections municipales à Perpignan pour gagner la ville, parce qu'on peut la gagner, et parce que les gens, aujourd'hui, identifient à travers l'Olivier des hommes et des femmes qui ne cèdent sur rien. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de compromission sur le cumul des mandats, sur la non-professionnalisation. Est-ce que vous pourriez prêter, entre guillemets, vos services à M. Macron s'il partait ? Tout est envisageable. Bien sûr, quand je dis tout est envisageable, moi je regarde d'un œil bienveillant l'initiative d'Emmanuel Macron, et l'Olivier est un mouvement local. On a forcément des opinions sur ce qui se passe au plan national, et quand j'entends ce qu'il dit, quand je vois ce qu'il fait, oui, je pense que c'est quelqu'un qui, au moins à titre personnel, j'engage pas l'Olivier là-dessus, mais en tout cas a un discours moderne, rafraîchissant, séduisant, et je pense que c'est quelqu'un qui est capable de réaliser ce qu'il annonce. Après, il faut voir, il y a un certain nombre de conditions, moi j'avais dit, il faut que les choses soient claires sur le non-cumul, sur l'organisation de la décentralisation, sur la non-professionnalisation à la vie politique, et puis sa position par rapport à François Hollande, parce que je pense que là, on ne pourra pas en reprendre pour 5 ans, clairement. Monsieur Delacroix, Philippe Sorel, c'est un peu un précurseur de ce qu'est Emmanuel Macron. Écoutez, on a la chance parce que vous travaillez avec lui, oui, pour préciser. On a la chance dans cette région d'avoir un homme qui est le maire de Montpellier, qui est le premier sur le plan politique à avoir mis concrètement ses idées en pratique. N'oubliez pas que Montpellier, Philippe Sorel a gagné la mairie avec des gens qui ne sont pas membres de partis politiques, qui sont des citoyens libres. C'est la première fois en France que des personnes gagnent une élection aussi importante en n'étant pas soutenues par un parti politique. Il avait contre lui tous les partis politiques institutionnels du PC au Front National.
Il a sorti un bouquin qui s'appelle « Réparer la République » et dans lequel toutes les idées que M. Macron sont en train d'être développées ont été écrites il y a déjà à peu près une année. Est-ce que vous êtes l'ambassadeur de Philippe Sorel auprès de M. Macron? Non, Philippe Sorel, c'est mon ami. J'ai un très grand respect pour lui et je pense que c'est un grand maire pour Montpellier, mais ma démarche, elle est strictement personnelle. Au niveau du local, est-ce que vous pensez que les gens sont prêts à avoir des aventures un peu façon Philippe Sorel de manière plus généralisée? Oui, je pense que les gens sont prêts à partir du moment où on est clair sur ce que l'on est. Les Français, les habitants d'une ville comme Perpignan, constatent, sans avoir fait de grandes études, qu'il y a un écart entre ce que les politiques élus ont annoncé et ce qu'ils réalisent. Et donc, ils savent très bien, vous savez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui rentre chez soi en étant fatigué, qui s'alcoolise avec un apéritif, que le vote Front National, c'est finalement l'alcoolisme électoral, quoi. Donc, ils se réveillent le lendemain matin avec une gueule de bois. Ils ne sont pas très fiers d'avoir fait ce qu'ils ont voulu faire. Donc dès qu'une alternative se présente, et c'est en même temps, on a le sentiment que c'est un vote d'adhésion de plus en plus grand sur les questions européennes, la question migratoire. Moi, je vois que sur les cantons où j'ai présenté mes candidats de l'Olivier, chaque fois qu'on a gagné 10%, c'était 10% qui partaient du Front National. Nous avons empiété sur le score du Front National. Donc il faut créer notre offre alors. C'est une offre politique différente et qui n'est pas une offre très claire sur les valeurs de la République également, et notamment sur des questions. Moi, j'ai pas peur de travailler sur des questions comme le communautarisme, qui sont des dangers, qui sont à la fois, excités par les élus en place, qui sont en plus un moyen pour ces élus d'organiser des fronts républicains. Les Français en ont marre de voter sur des fronts républicains. On va vous faire conclure, François Delacroix. Vous êtes bien avec Bernard Seyroux et vous dites aux Français, Macron, c'est la dernière chance avant le chaos républicain, le chaos de la République? Écoutez, moi je lance un appel à l'occasion de cette émission pour que le maximum de gens de cette région rejoignent l'association En Marche. Il faut qu'on montre que c'est une volonté très forte des citoyens de changer, de réécrire une nouvelle histoire, de remettre en cause l'omniprésence et le pouvoir des apparatchiks des partis politiques. On ne peut pas continuer dans cette situation. Si on continue, on va à la catastrophe. N'oubliez pas qu'à Montpellier, le PS ne représente même pas 300 militants sur la grande ville. Merci beaucoup pour ce débat entre le président L'Olivier et François Delacroix qui porte la parole d'Emmanuel Macron ici dans l'Hérault, aux côtés de l'ancien député RPR. C'est où la semaine prochaine, politique, ce sera le sénateur maire de Mende. Monsieur Bertrand, bonne journée sur la 3. Merci.